21 novembre 1907, chantier Swanhunter et Wigan Richardson, Newcastle upon Tyne. Ça s'active dans cet énorme chantier naval, compagnie de construction navale parmi les plus connues du Royaume-Uni. Swanhunter a construit quelques-uns des plus grands bateaux du XXe siècle. Le plus célèbre étant peut-être le RMS Mauretania, qui fut à l'époque le plus grand paquebot à faire la traversée de l'Atlantique. On peut également citer le RMS Carpathia qui fut le bateau se portant à la rescousse des naufragés du Titanic. En ce jour de novembre 1907, c'est la construction d'un autre navire qui vient de se lancer. L'imposant paquebot L'Afrique est enfin signé. Ses mensurations sont aguichantes, près de 120 mètres de long pour une largeur de 15 mètres. Jolie forme. Le 22 janvier 1908, soit un an après le début de sa construction, le paquebot L'Afrique est mis en service. Sa mission principale est de rallier les différents ports de l'Afrique française, ce qu'il va effectuer pendant près de 12 ans. Le 12 janvier 1920, le navire décide de lancer les embarcations de sauvetage. L'Afrique va couler. Qu'est-ce qui a causé le naufrage de ce qui représente encore aujourd'hui la plus grande catastrophe maritime française ? Y a-t-il eu des survivants ? Qui étaient à bord de l'Afrique ? Direction les côtes vendéennes, les taux de roulis et les tirailleurs sénégalais. Cette chronique est habillée grâce à un article de Retro News sur le sujet, d'une série en 5 articles écrits par Thomas Saint-Ourens pour le journal Le Monde et d'un reportage de France 3 Aquitaine. Benji a participé à l'habillage sonore de l'émission et il est à la lecture des extraits de journaux témoignant de ce naufrage. Il est en face de moi, soudé à sa fidèle console. Antoine Ledu a un rêve depuis qu'il est tout petit. Il rêve de vagues, de bateaux, de houle et d'embrun. Pour ce petit garçon né en 1877 à Plourivaux, en plein milieu des Côtes d'Armor, la mer est l'idylle d'une vie. Dès qu'il a 17 ans, il veut absolument devenir marin, avec pour ambition de devenir un jour capitaine d'un bateau. Ce fils d'agriculteur a 24 ans quand on lui propose son premier poste de capitaine. Avec ses bacchantes proéminentes, Antoine Ledu a gravi tous les échelons pour devenir le capitaine qu'il souhaitait être. En 1920, il a 43 ans quand on lui propose le capitanat du bateau L'Afrique, et il a déjà une solide réputation. Charismatique, plein de sang-froid, cet homme est un vieux loup de mer. En ce matin du vendredi 9 janvier 1920, une bruine épaisse recouvre le port de la Lude à Bordeaux. L'embarquement est prévu à 19h ce soir-là, direction Conakry, pour la première escale. L'Afrique est un paquebot mixte, il peut donc transporter passagers et marchandises. Au rayon des 500 tonnes de marchandises embarquées, on retrouve plusieurs choses, des matériaux de construction, des armes, des colis postaux, de la nourriture, et on retrouve même des caisses de champagne Mouette et Chandon, histoire de faire la fiesta dans les colonies. Les gens qui embarquent sont tout à fait du genre à célébrer leur réussite coloniale. On n'est pas sur des touristes classiques, dirons-nous. On retrouve plutôt des évangélistes comme Hyacinthe Jalabert, des hommes d'affaires comme Louis Adenier, ainsi que des militaires coiffés de leurs casques coloniaux. Au dos du ticket de chacun, une citation « À leurs risques et périls ». Mais sur ce bateau, il y a d'autres passagers. On les appelle « tirailleurs sénégalais » avec tous les guillemets nécessaires. Explication. Il faut savoir que les tirailleurs sénégalais, qui est un nom générique, ce ne sont pas que des gens qui sont ressortissants du Sénégal d'aujourd'hui, c'était des gens qui étaient ressortissants de toute l'Afrique occidentale française, de toutes ces colonies, Sénégal, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, etc. Eh bien, il reste pour beaucoup d'entre eux, après la guerre, beaucoup n'échappent pas aux tranchées et à cette terrible boucherie de la Première Guerre. Donc certains d'entre eux, après la guerre, ils restent. Ils restent parce qu'ils sont blessés, ils restent parce qu'ils sont malades, ils restent aussi parce qu'on a besoin de bras et de force pour la reconstruction du pays. Et c'est ainsi que certains d'entre eux vont rester 1 an, 2 ans, et là, au bout de 2 ans, ils vont prendre ce bateau pour retourner vers l'Afrique. Sur le bateau, ils sont simplement identifiés à l'aide de numéros. Ils sont entassés entre les voyageurs et les marchandises. Le paquebot L'Afrique est en quelque sorte le reflet de la France de l'époque. Comme un symbole, le navire part des quais de Bordeaux, ces quais mêmes qui ont vu l'esclavage au premier rang, le tristement célèbre commerce triangulaire qui fit la fortune de la ville. À 19h donc, l'Afrique s'élance dans le vrombissement caractéristique des cheminées de l'époque. Direction l'estuaire de la Gironde, tant redouté des marins. Le bulletin météo est sans appel. Vent de force 7, mer très agitée, coefficient de marée 84. Le bateau va attendre quelques heures à l'abri au port du Verdon, juste au bord de l'Atlantique. Le lendemain, direction l'océan.
Le chef mécanicien, Gaston Bélanger, monte dans la cabine du capitaine Ledu. « Capitaine, il y a de l'eau dans la cale de la chaufferie !» Le capitaine en a vu d'autres. Il prend la décision de réduire l'allure du bateau. 3 étages plus bas, les gueules noires du fond de cale comme on les appelle, écopent sans relâche. Mais un problème se dresse devant eux. Les pompes utilisées pour enlever l'eau se bouchent. Au départ de Bordeaux, la cheminée a été nettoyée, mais les résidus issus des cheminées n'ont pas été placés au bon endroit. Habituellement, on les mettait sur le pont principal, justement pour éviter d'encrasser la cale du bateau. Sauf que le navire transporte des gens de haut rang, qu'on ne veut pas heurter avec toute cette crasse. Par où l'eau rentre-t-elle ? Impossible de le savoir. L'eau continue de monter. Dehors, la tempête fait rage. Le capitaine Ledu prend une décision. On oublie Dakar, direction la Palisse, le port de La Rochelle. Ayant réduit sa vitesse, il ne peut pas manœuvrer à sa guise. Le bateau penche dangereusement à tribord. Il dérive vers le nord. Dans les cabines, les passagers sont pris d'un violent mal de mer. Plutôt logique, me direz-vous. Plusieurs bateaux partent à la recherche du paquebot, notamment le Ceylan, un navire de la même compagnie. Les 2 capitaines échangent en morse. Avons chaufferie et machine engagées par l'eau. Seule une machine marche encore lentement. Impossible à manœuvrer. Donnez votre position. À vous. Nous supposons pouvoir à 5 miles dans l'ouest. À vous. Oui, nous sommes dans l'ouest. À vous. Le paquebot l'Afrique file dangereusement vers le plateau de Rochebonne au large de l'île de Ré. Cette zone abrite des rochers sous-marins extrêmement coupants qui peuvent se dresser à près de 3 mètres hors de l'eau. Une hantise pour les marins. Vers 21h30, un deuxième échange se fait entre les 2 capitaines. Il m'est impossible de prendre un autre cap. Je fais tout ce que je peux pour nous écarter de Rochebonne. Chaufferie et machines sont pleines d'eau et il nous reste seulement 3 chaudières. Nous apercevez-vous ? En manœuvrant pour nous rapprocher de vous, nous vous avons perdu de vue. Dérivons vers bateau-feu. Nous préviendrons si passons bien. Cas contraire, vous ferez signal de détresse. Bon courage, mon vieux. À minuit, un SOS parvient à Joanne, le capitaine du Ceylan. Avons touché dans les Rochebonnes. Envoyé d'urgence remorqueur. Craint de ne pouvoir tenir jusqu'au jour. À la dérive, l'Afrique ne va pas percuter des rochers mais un bateau phare, ses constructions permettant de faciliter la navigation en signalant les dangers près des côtes. À 3h15, l'Afrique ne répond plus. Les canots explosent côté bâbord et s'envolent côté tribord. Le bateau va couler, emportant avec lui la quasi-totalité de ses passagers. 602 personnes vont trouver la mort dans ce qui est encore aujourd'hui la plus grande catastrophe maritime dans les eaux françaises. Tirailleurs, hommes d'affaires, évangélistes, tous seront emportés par la mer. En bon capitaine, Ledu aura ses derniers mots à son second. Corée, je vais rester jusqu'à la fin. J'espère que je trouverai une place dans un radeau. Les élections présidentielles de 1920 et les 2 guerres mondiales ont longtemps éclipsé ce drame. Que reste-t-il alors de cette tragédie considérée comme le Titanic français, mais oubliée du devoir de mémoire ? Le 20 janvier 2020, pour le centenaire de la catastrophe, un hommage est rendu aux naufragés sur le quai des Chartrons à Bordeaux. 100 ans plus tard, l'Afrique est présentée comme le Titanic français. Et une œuvre murale sur le quai des Chartrons a été confiée à Hameau, un artiste bordelais de street art, pour rappeler, à l'endroit même d'où est parti le navire, ce terrible moment de l'histoire maritime bordelaise. Le monde associatif et la mairie de Bordeaux ont quant à eux rendu hommage aux 192 tirailleurs sénégalais, oubliés parmi les oubliés. Au musée Mer Marine de Bordeaux, c'est un aspect particulièrement ignoré de la tragédie que l'association Mémoire et Partage a voulu extraire des profondeurs de cette histoire lointaine. La présence, lors du naufrage, de 192 tirailleurs sénégalais, dont les noms avaient été comme effacés. Transmettre aux générations futures, ça a toujours été le sens de notre travail. Nous avons voulu une exposition qui soit un mémorial, un véritable mémorial que nous dressons pour que plus jamais la vie des Noirs ne soit sacrifiée, ne soit oubliée. On se retrouve nous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.